Je vous remercie d'être venus aussi nombreux ce soir, pour un vendredi soir, à notre symposium intitulé « À qui appartiennent les richesses naturelles ». Ce symposium est donc organisé par le CETIM et soutenu par la ville de Genève via la Fédération genevoise de coopération, que nous remercions une fois de plus pour leur appui. Je voulais aussi remercier les bénévoles et les membres du comité du CETIM qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Et c'est la journée qui aura lieu demain. Juste en guise d'introduction, je voulais juste évoquer rapidement certains thèmes avant de laisser la parole à nos invités ce soir et vous présenter également l'ensemble du symposium. Donc nous sommes en 2010. 2010, le CETIM fête cette année ses 40 ans. Ça fait donc 40 années d'existence, 40 années de haut et de bas, mais comme vous le voyez, le CETIM tient bon. Et en 40 ans, les regards et les analyses, le CETIM a offert un certain regard et des analyses sur le mal-développement, suivant différents angles, vous pouvez en avoir un échantillon de ces angles en voyant, par exemple, le stand que nous tenons à l'arrière de la salle, en voyant le nombre de publications littéraires du CETIM, qui se chiffre à maintenant environ 150 ouvrages en 40 ans. Donc pour nous, c'est une satisfaction assez importante. Et comme vous le savez, en 40 ans, le monde a beaucoup changé, mais les fondements des relations inégales sont restés plus ou moins les mêmes. Et un terrain, Geneviève, oui, bienvenue. Un terrain où s'exercent ces relations asymétriques sont les ressources naturelles. Et trois facteurs, je dirais, pour simplifier, rendent ce terrain particulièrement crucial. D'une part, comme vous le savez, le système capitaliste a besoin de hiérarchiser des pays et essentiellement d'établir une hiérarchie entre pays, entre les dominants et les dominés. Et cette hiérarchie se fonde sur une économie d'accumulation de richesses et sur en gros le produit intérieur brut. Et pour maintenir ce statut de dominant et asseoir l'hégémonie, ces pays doivent s'approprier les ressources naturelles et voire les monopoliser. Et c'était ce que dénommait, je crois, Samir Amin en parlant de rente impérialiste. Le deuxième facteur, c'est que la société occidentale maintient les masses dans une paix sociale relativement illusoire de par son mode de consommation qui est extrêmement gourmand en matières premières et en matière énergétique. Et le troisième facteur, c'est l'annonce fondée ou infondée de la fin du pétrole, le fait qu'il n'y ait plus de pétrole dans les sous-sols, entre autres. Donc tout cela crée une intensification de la course aux matières premières et aux énergies, et donc une augmentation des tentatives d'ingérence dans le monde, des tentatives et des tentatives réussies, qui peuvent prendre différentes formes, à savoir d'une part des formes directes comme des coups d'État ou des interventions armées, ou des formes indirectes, ça c'est un peu plus insinueux, c'est par l'intervention de sociétés transnationales par exemple. Donc à un point tel qu'aujourd'hui, on en vient à se dire, par exemple, être un pays richement doté en ressources naturelles, c'est un pays maudit. Et là, on a en image le nombre de pays africains. Alors, nous, on voulait se demander, est-ce que c'est vraiment une malédiction ou c'est le fait que ces pays sont incapables de prendre leur destin en main. Et même quand ils expriment la volonté de prendre leur destin en main, ils sont menacés de coups d'État ou d'interventions armées, comme par exemple, c'est le cas du Venezuela, entre autres. Donc, sur cette base-là, on a voulu se demander à qui appartenaient vraiment les ressources naturelles. Était-ce à un État, à un groupe d'individus, aux plus offrants, aux plus puissants, à une ethnie, entre guillemets, à un peuple ou à l'humanité? C'est donc de vastes questions qui vont en soulever de nombreuses autres, auxquelles on va tenter de répondre plus ou moins ce soir et demain, toute la journée,
en organisant, pour cela, donc on a organisé 3 grandes conférences, une conférence ce soir, qui sera un peu plus théorique, une autre grande conférence, c'est-à-dire plénière, quand je dis grande conférence, c'est-à-dire dans cette salle, qui sera demain matin, et 2 autres conférences demain après-midi. Non, pardon. Demain, il y a 2 conférences, une conférence demain matin et une conférence demain après-midi sur le cas d'Équateur. Et enfin, il y aura une soirée culturelle avec un peu plus relaxante, entre guillemets, avec la projection d'un film, puis d'un débat en présence des 2 réalisatrices du film. Cette soirée culturelle traitera, comme vous l'avez vu sur le programme, de la récupération des terres de la part du peuple Lakota aux États-Unis. Entre-temps, il y aura lieu, on va organiser des ateliers, 4 ateliers. Donc l'idée des ateliers, c'est de discuter en petits groupes de questions un peu plus spécifiques. Vous l'avez vu également sur le programme, je vous le rappelle rapidement. Le premier atelier traite du droit à l'autodétermination et son lien avec la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui sera présenté par Malik Ozen, qui est co-directeur du CETIM et qui a rédigé la brochure qu'on vous a remise lorsque vous êtes arrivé dans cette salle. Cet atelier sera également animé avec Alejandro Teitelbaum, qui est ici présent ce soir, et également il y a la présence de Rav Koestler, qui est du chercheur au GRESEA et qui traitera plus spécifiquement des codes miniers africains. Le deuxième atelier traite des jugements rendus par les tribunaux internationaux d'arbitrage sur les conflits autour des ressources naturelles. En effet, suivant une étude qui est récemment sortie, une étude indépendante, les jugements rendus par ces tribunaux sont systématiquement en faveur des sociétés transnationales et l'État se voit spolié de son droit à la souveraineté nationale sur ses ressources naturelles. Ça, c'est donc l'atelier 2 qui sera animé par Renaud Vivien du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Le troisième atelier traite d'une question beaucoup plus spécifique qui est le droit des peuples autochtones sur les ressources naturelles. Donc là, on a voulu prendre un angle interne, enfin national, à savoir, si un État affirme sa souveraineté nationale sur les ressources naturelles, cela ne résout pas pour autant les tensions qui existent à l'intérieur du pays. Et donc, essentiellement avec les peuples autochtones qui ont une vision du développement complètement, souvent opposée ou différente de celle que l'État national veut leur imposer. Et donc à cette occasion-là, nous allons profiter de la présence, occasionnée par une tournée, de 2 Guatémaltèques, Carmen Merilla et Maria Guadalupe Garcia, accompagnées de Cynthia Benoît, qui est du collectif Guatemala, une organisation basée à Paris et qui fait un travail remarquable au Guatemala. Donc nous profitons de leur présence pour animer cet atelier et je les remercie vraiment d'être passés par Genève. Et le quatrième atelier est un peu plus technique, enfin pas technique, économique, et il traitera de la façon optimale, si elle existe, de gérer une rente à l'échelle nationale. Et il sera animé par Jacques Cossard, qui est économiste en développement, qui était aussi un ancien dirigeant d'une société pétrolière indépendante et qui est secrétaire général du conseil scientifique d'ATTAC. Bien, maintenant, on va se recentrer sur la conférence de ce soir. Alors, tout d'abord, il faut excuser Bara Michael, qui devait venir, mais qui souffre d'une atonie fulgurante, apparemment. Et donc, c'est grave pour présenter une conférence, vu qu'il ne peut plus parler. Et il s'excuse, il devait lui parler de la géopolitique sur les ressources naturelles, mais il a été remplacé au pied levé par Marc Ufti, que je remercie vraiment énormément d'être venu. Je l'ai appelé ce matin et puis il m'a dit en même pas une heure, d'accord, je viens. Donc Marc Ufti est professeur en études du développement à l'IHEID à Genève. Marc Ufti va nous présenter une vision. On ne va pas faire une analyse géopolitique des conflits en cours comme c'était prévu avec Bara Michael, mais il va nous apporter une vision un peu plus philosophique sur ce qu'est une ressource naturelle, en gros sur la marchandisation, ses limites, ainsi que les grands types de conflits autour des ressources naturelles. Suite à cela, nous aurons l'intervention d'Alejandro. Alors je la lis de la façon suivante. Les conflits autour des ressources naturelles occasionnent des guerres, des plus meurtrières.
Alors, nous, on voulait savoir qu'est-ce qui pourrait aider à résoudre ces conflits, je veux dire, en amont. Quels sont les instruments internationaux qui pourraient assurer le bien-être des peuples et la coexistence pacifique? Comment on peut lutter contre l'ingérence extérieure, évidemment, qui est proscrit par l'ONU? Alors, dans un premier temps, c'est l'exposé d'Alejandro qui va traiter de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles telle qu'elle est consacrée par le droit international, surtout lors de la décolonisation, ce qui est normal parce que les pays qui ont accédé à l'indépendance économique disaient à l'ONU que ce n'était pas suffisant. L'indépendance économique ne peut être assurée que si on a une indépendance économique. L'indépendance politique ne peut être assurée que si on a une indépendance économique. Et c'est pour cela qu'une série de résolutions ont été votées à l'ONU pendant les années de la décolonisation. Donc avec Alejandro, on pourra un peu faire le point sur ces résolutions. Est-ce qu'elles ont véritablement contribué à l'émancipation de ces peuples? Aujourd'hui, est-ce qu'elles sont violées? Par qui? Et puis, est-ce que ce principe est remis en cause? Est-ce qu'il est, vieux, démodé? Je tiens, donc, comme je vous ai dit, la présentation d'Alejandro sera examinée dans le détail lors de l'atelier numéro 1 demain après-midi. Puis, dans un deuxième temps, grâce à Geneviève Azam, qui est militante écologiste et qui est également membre du conseil scientifique d'Attaque, ainsi qu'enseignante à l'Université de Toulouse. Donc, dans un deuxième temps, on va examiner la théorie des biens communs, parce que nous, au CETIM, on a encore une notion très floue de ce qu'est un bien commun. C'est effectivement une notion qui séduit de plus en plus de groupes en Europe. Et puis, on peut se demander si le fait de transformer les ressources naturelles, par exemple, en bien commun, est-ce que ça peut aider à résoudre les conflits autour de ces ressources sur le long terme. Donc, Geneviève nous donnera une définition, puis on pourrait s'interroger sur le fait de savoir si ça serait vraiment souhaitable. Est-ce que le bien commun va à l'encontre du droit, du principe de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles? Est-ce que ce discours séduisant masque une manipulation, des intérêts plus égoïstes venant de la part des pays dits occidentaux, mais dépendants des ressources naturelles? Est-ce que ce principe nous aide à rénover les relations inégales? Est-ce qu'il change les fondements de ces relations inégales? Voilà, alors on écoutera Geneviève Azam, et après il y aura évidemment des questions dans la salle. Chaque intervenant va parler grand maximum 20 minutes, et on a commencé un peu en retard, mais j'y serai assez regardante. Et je voulais vraiment remercier une fois de plus tous les intervenants qui sont venus à notre symposium. Remercier Marc Lufti, je l'ai déjà dit, parce que vraiment, c'est pas facile de remplacer quelqu'un le jour même. Je remercie Alexandra d'Action Écolorica. Enfin, demain, on remercie encore beaucoup de monde, mais vraiment, on est vraiment très content de votre participation et puis évidemment de la présence du public. Alors maintenant, je laisse la parole à Marc, comme prévu. Merci Julie. Comme ça, vous m'entendez? C'est bon? On entend? Ça marche? Oui, c'est bon. Donc effectivement, remplacer au pied levé comme ça, c'est pas facile. Je me suis évidemment posé la question quand Julie m'a appelé de savoir si j'avais quelque chose à dire sur les ressources naturelles. Et après quelques hésitations, je me suis dit pourquoi pas. J'ai quelques idées qui me trottent dans la tête. Je suis pas spécialiste du pétrole. Je travaille plutôt sur les questions de conservation de la biodiversité, de forêt. Et évidemment, j'ai rencontré. Ça va, ça marche? Non, je sais pas. Je recommence. Comme ça? Ah oui, voilà. J'hésite toujours un peu avec les micros pour ne pas violenter les oreilles de ceux qui m'écoutent. Donc, je disais, remplacer au pied levé, ce n'est pas si facile. Effectivement, et je me suis demandé si j'avais quelque chose à dire sur les ressources naturelles, parce que je suis plutôt un spécialiste des questions de biodiversité et de négociation sur la biodiversité et sur les aires protégées ou sur les forêts. Mais effectivement, j'ai rencontré
toute une série de cas dans lesquels, d'abord, on peut hésiter, ressources naturelles, forêts, on peut traiter les forêts comme des ressources naturelles, mais les forêts contiennent souvent ce qui aujourd'hui, j'y viendrai un peu plus tard, ce qui aujourd'hui est considéré comme des ressources naturelles. Pétrole, ce qu'on trouve en sous-sol, de l'or, des minerais, etc., mais aussi, par exemple, en ce qui concerne les ressources génétiques, ce qu'on trouve dans les plantes ou dans les espèces animales. Donc, c'est peut-être pas si difficile que ça. Donc, je me suis posé une première question qui est celle qui m'a toujours intrigué, celle de ressources naturelles. J'ai vu que sur le papier, on a plutôt utilisé richesse naturelle. C'est intéressant, mais richesse ou ressources, finalement, déjà là, je pense qu'il y a un problème. C'est-à-dire le fait que l'on passe de la nature à la ressource me pose déjà un problème. Et ça suppose, je pense, ce n'est pas n'importe quelle société qui peut faire ça. Le passage de nature à ressources, en fait, est inconcevable en dehors d'un certain contexte culturel. Un certain contexte culturel, le pétrole, par exemple, n'est rien pour un papou, alors qu'un coquillage qui a une valeur immense pour le papou en question n'est rien pour nous, ou sinon un objet qu'on va poser comme il y a chez moi dans l'étagère pour faire joli. Donc le problème vient peut-être de l'imposition en fait de cet ordre, de l'imposition de ce modèle culturel, un modèle culturel qui fait que l'on transforme la nature en ressource et que l'on ne pense la nature qu'en termes de son utilisation, c'est-à-dire une perspective utilitariste et qui est une rupture radicale avec toute une pensée, comme l'a esquissé brièvement Julie, c'est-à-dire une pensée qui considère par exemple le ciel, la terre et le sous-sol comme un seul. Donc on divise. On a évidemment, c'est un problème qui me semble assez important, que cette imposition du concept de ressources naturelles. Alors, à partir du moment où l'on parle de ressources naturelles, on parle automatiquement de rareté, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui désormais peut être vendu, peut être échangé, peut être commercialisé, peut être utilisé et qui va faire l'objet d'une convoitise ou en tout cas d'une concurrence entre les personnes qui sont intéressées à utiliser ces ressources, ce qui est transformé en ressources naturelles. Donc, si on est dans une situation de rareté, ça impose quelque part qu'on doit avoir des façons de réguler ou d'attribuer la rareté. Donc, typiquement, ce sont ce qu'on appelle les institutions. Les institutions, c'est pas quelque chose de très compliqué. Si je suis sur une île déserte avec quelqu'un d'autre et qu'on a une seule chaise et qu'on veut tous les deux s'asseoir sur la chaise, une robinsonade, comment est-ce qu'on va faire pour décider qui, à quel moment, va s'asseoir sur la chaise ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est que l'autre, il mesure 2,50 m et il a des mains très très larges. Et donc, il s'assied quand il veut par la force. Et ça, c'est une situation qu'on rencontre, j'y viendrai, qu'on rencontre fréquemment aujourd'hui. Ou bien on peut négocier et on peut conclure des accords. Et ces accords, à force d'être répétés de jour en jour, deviennent des règles ou deviennent des institutions. Donc des règles qui sont fondées sur des valeurs. Dans ce cas-là, une des valeurs, c'est l'égalité. L'autre valeur étant l'intérêt individuel. Sur des prescriptions, c'est-à-dire on peut, on ne peut pas, on doit, on ne doit pas faire certaines choses, et sur des sanctions. Si vous ne faites pas comme ceci ou comme cela, il se passe quelque chose d'autre. Donc, si vous voulez, ces systèmes de règles, ils vont... ces configurations institutionnelles, plutôt, le problème, c'est de décider quelle sera la meilleure ou la plus appropriée pour avoir un certain nombre de résultats, qui sont par exemple pour garantir l'équité et l'efficacité dans la distribution des ressources.
Et on oppose de façon typique, mais avec des nuances au fil des ans et au fil des modes, on oppose typiquement deux modes de régulation qui sont évidemment le marché et l'État ou la régulation par des institutions, disons, politiques, de nature politique. Et donc, bon, à ce moment-là, il faut se poser la question, que sont ces modes de régulation? Par exemple, on parle du marché, on a, si l'on veut, une espèce de, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, un fétichisme du marché. Le marché est devenu quelque chose qui existe en soi et qui nous dit, qui nous dicte comment on doit mener notre vie. Et ça, c'est au quotidien, c'est quelque chose qui se passe au quotidien. C'est-à-dire, non, les marchés ont décidé que, ou les marchés inclinent dans telle direction ou dans telle direction. Mais finalement, le marché, c'est un ensemble d'institutions. Je me réfère évidemment à l'école institutionnaliste en économie, mais le marché, c'est une série de règles qui ont été décidées à un moment donné. Ce n'est en aucun cas, en tout cas, telle est ma perception des choses, ce n'est en aucun cas la rencontre de l'offre et de la demande, ça c'est du pipeau. Pardon, mais j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que finalement, si l'on laisse de la place et que les acteurs peuvent se comporter d'une manière ou d'une autre, c'est parce que ça a été décidé de cette façon-là. Ça a été décidé de façon politique. C'est mon exemple, ma Robinsonade. Il y a eu à un moment donné toute une série de décisions. Évidemment, ces décisions sont extrêmement complexes, elles évoluent au fil du temps, mais c'est un ensemble de décisions. Donc c'est un ensemble de règles qui font que l'on va déterminer les comportements possibles. Et il en va de même pour la régulation par le politique. La régulation par le politique, elle est apparemment, elle pourrait être apparemment plus, disons, plus légitime parce qu'on voit les choses et on les discute, on prend des votes, etc. Mais vous savez, vous connaissez comme moi l'opacité de la prise de décision politique. Donc, je n'opposerai pas nécessairement le marché à la prise de décision politique ou à la régulation politique, parce que je pense qu'il y a autant de problèmes dans l'économie de marché que dans la régulation politique. Donc, le problème suivant, c'est cette transformation des ressources naturelles par le marché, par ce que l'on considère comme étant le marché, ce qu'on peut caractériser de marchandisation. La marchandisation nous a touchés dans tous les domaines. Nous sommes une société qui est victime, je dirais, de la marchandisation. Et je regarde ça à partir de, disons, des travaux que je fais, par exemple sur la biodiversité, sur la diversité biologique, le fait que l'on, c'est maintenant avec entre autres ce fameux rapport qui s'appelle TEEB sur l'économie de la biodiversité, la biodiversité n'aura bientôt plus de valeur que si c'est un service écosystémique, c'est-à-dire la forêt n'a plus de valeur en soi, elle a de la valeur parce qu'elle est, disons, une réserve de carbone et qu'elle permet de donner de l'eau ou de faciliter, disons, l'écoulement, les cycles de l'eau ou du carbone. Donc là, à moi, personnellement, ça me pose problème, cette frontière de la marchandisation. La vie est marchandisée, l'eau dont je viens de parler est aussi marchandisée, c'est-à-dire on s'est mis à privatiser un peu partout l'eau avec des succès, des échecs. On a vu, je ne sais pas, des cas comme Cochabamba qui illustre en Bolivie, dans lequel ça a été rejeté par les gens. Le marché n'est pas toujours disons, le mécanisme le plus efficace et surtout, comme vient de le préciser par exemple le rapport du Programme des Nations Unies sur le développement humain, qui vient de sortir il y a quelques jours, il y a un petit passage, j'ai pas eu le temps de le lire à fond, mais il y a un petit passage qui dit « Le marché est nécessaire, mais il conduit » et c'est la démonstration qui a été faite depuis plusieurs années, il conduit aux inégalités. C'est-à-dire, on a observé une augmentation des inégalités. Plus on se fie à ce que l'on appelle les mécanismes du marché, plus les inégalités
augmente. Et là, on a un problème par rapport à cette question de la marchandisation et des ressources naturelles. Alors, de l'autre côté, si vous voulez, c'est le problème des grands pays, les pays les plus riches de la planète, qui ont fait les règles du point de vue politique, par exemple en passant par le système des Nations Unies, mais aussi en passant par toute une série de clubs, aujourd'hui le G20 qui va se réunir dans quelques jours, toute une série de clubs un peu plus exclusifs qui prennent des décisions concernant, par exemple, les ressources naturelles, par exemple le pétrole, etc. Donc on a une espèce de tension ici, si je pense au pétrole, qui est le sujet qui va être traité davantage ici. C'est une ressource qui est une ressource stratégique, c'est évident. Donc c'est une ressource qui ne peut pas être traitée uniquement par le marché. Elle doit aussi être traitée par le politique, et donc par des arrangements qui, même si on a prétendu pendant longtemps que c'était laissé au libre marché, en réalité, le politique est constamment derrière. Pourquoi ? Parce que c'est une question de sécurité nationale, et que la sécurité nationale a toujours été dominée par une vision de concurrence entre les États et par je dirais, par cette bonne vieille tradition d'essayer de préserver, si vous voulez, les intérêts nationaux des États. Donc une vision sécuritaire et une vision militarisée, en opposition à ce qu'on pourrait qualifier de vision idéaliste d'une coopération, comme ça serait davantage le cas, par exemple, dans le système des Nations Unies, si je peux opposer les systèmes dans lesquels chaque pays a un droit de vote au système comme à la Banque mondiale, où ça dépend de la richesse, le nombre de votes dépend de la richesse de chaque État. Hein. Donc, si vous voulez, la perception de la part des États d'une vulnérabilité par rapport à certaines situations, et entre autres par rapport à la question du pic pétrolier, est quelque chose qui domine dans la façon, dans l'établissement, si vous voulez, des règles au niveau international. C'est donc considéré comme étant une menace, donc qui doit être traitée par la régulation et pas uniquement comme le marché, par le marché. Donc on a cette ambiguïté, on a deux grands mécanismes. On prétend que le pétrole est quelque chose qui est régulé par le marché. La guerre d'Irak nous dit exactement le contraire, etc. Donc si je peux résumer mon dernier point, c'est un point sur le pétrole et les axes de tension. On a une série d'axes de tension, je pense, qui vont être abordés par mes collègues ou par les personnes qui vont présenter, dont un premier axe est un axe nord-sud. Alors le nord et le sud, c'est évidemment des notions qui sont de moins en moins faciles à utiliser. Avant, on utilisait pays riches, pays pauvres, pays en développement, pays sous-développés. Tout ce vocabulaire, je viens d'une institution dans laquelle on a travaillé pendant des années sur les questions de développement, et plus on avance, en ce qui me concerne en tout cas, moins j'ose utiliser ce genre de mots parce que je ne sais pas réellement ce qu'est le développement. Je dis ça d'une façon un peu simple et peut-être un peu populiste, mais il faut voir comment, par exemple, on traite les personnes âgées ici en Suisse ou en Occident en général. Est-ce que c'est ça du développement ? Est-ce que c'est ça le développement ? Est-ce que gober les ressources naturelles, les transformer en marchandises et écraser les sociétés plus fragiles, c'est du développement ? Je ne sais plus répondre à cette question-là. Plus j'ai travaillé sur le développement, moins je savais ce que c'était. J'imagine que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Mais de toute façon, cet axe nord-sud, comme ça, c'est un axe dans lequel il y a évidemment une tension entre des pays qui, en partie, une partie des pays qui détiennent le pétrole, qui détiennent davantage de pétrole, sont des pays du Sud. Et ça vaut pour toute une série de ressources.
La question, c'est évidemment que les marchés, peut-être de moins en moins justement avec la Chine et l'Inde et l'émergence des BRIC ou des pays qui sont en voie de passer à un niveau de vie suffisant pour être des grands consommateurs de pétrole. Mais de toute façon, c'est en général les pays du Nord qui ont historiquement fait les règles, qui ont détenu les principales compagnies qui réglaient les questions pétrolières, de l'approvisionnement, de la production, de la transformation et de la consommation du pétrole. Le deuxième problème est un problème régional. C'est un problème régional parce que, justement, avec cette malédiction des ressources naturelles, qui n'est pas que ce qu'on a appelé le Dutch disease, c'est-à-dire le fait qu'un pays qui détient une ressource se met à dépendre entièrement de cette ressource et abandonne les autres pans de son économie, si vous voulez, donc qu'on a appelé le Dutch disease, c'est aussi des problèmes au niveau régional. Parce que si l'on prend les pays qui sont riches en ressources, ça crée presque automatiquement des problèmes au niveau de leurs voisins. Alors, certes, quand des gens à la question de la sécurité environnementale ont essayé de démontrer ou essayé d'examiner plutôt la question de savoir si les ressources naturelles étaient cause de conflits, on est arrivé à rien établir. Il n'y a jamais eu de conflit international qui ait été causé uniquement par une ressource. Cependant, évidemment, si on regarde la question de la Turquie et de ses voisins qui reçoivent l'eau des fleuves qui prennent leur source en Turquie, ou la question du Nil, ou la question du fleuve Niger, etc., on voit les tensions. Il y a toute une série de tensions. Ça vaut dans la question du pétrole. Un autre problème, et qui est lié en particulier à celui du pétrole, c'est le problème au niveau global. Évidemment, toute la question du carbone. D'être dans une société qui est extrêmement dépendante, comme la nôtre, ou comme nos sociétés en général en Occident, du pétrole, pose problème évidemment à cause du réchauffement climatique et de toute la question de l'accumulation du CO2 ou des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais aussi de nos économies, c'est-à-dire plus tard, qu'est-ce qu'on va faire avec le pétrole si on est dans une situation de pic pétrolier? Alors, les tenants du marché vont vous répondre simplement, laissons ça au marché, c'est-à-dire que quand le prix du pétrole va augmenter tellement que on va trouver d'autres façons de faire, c'est-à-dire du coup le solaire va être rentable, etc. Peut-être. Mais il y aura toute une série de problèmes qui se seront posés entre-temps. Et un des problèmes, c'est évidemment la question soulevée par ce qu'on a appelé le développement durable, qui est un oxymoron, mais j'entrerai pas sur cette question plus philosophique, c'est-à-dire une contradiction entre le fait d'être développement et durable. Le développement qui est linéaire n'est pas durable. Ce qui est durable, c'est ce qui est cyclique. Et évidemment, le développement pose problème. C'est évidemment la question intergénérationnelle. C'est-à-dire, que laissons-nous, une fois que nous avons avalé et gobé ce pétrole, que laissons-nous à nos enfants et à nos petits-enfants? C'est un peu, si vous voulez, comment les gens qui nous suivent n'ont pas de voix. C'est un peu classique de dire ça, mais ces gens-là n'ont pas de voix. Qui va parler pour eux? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et ça, c'est au niveau plus personnel. Prendre l'avion aussi facilement qu'on le fait, acheter des gadgets inutiles qu'on jette une année plus tard, il y a quelque chose qui est certainement pas l'idéal en matière de société. Et tout ça, donc, il y a un lien
entre donc les ressources naturelles, la consommation que l'on en fait, entre la façon dont elles sont réparties dans le monde, là aussi nord-sud, à l'intérieur des pays, comme ça a été signalé, pas seulement les peuples indigènes, mais aussi simplement les gens les plus pauvres dans les bidonvilles, puisque la majorité, on vient de dépasser la majorité de la population urbaine, on est passé à plus de 50% dans le monde de population urbaine, et tous ces équilibres, toutes les négociations qui ont lieu, qui vont avoir lieu dans les prochains temps à Cancun, en Corée, au sujet de la façon dont on répartit ces ressources naturelles et dont on gère leur utilisation. La question de la sécurité environnementale, la question de la sécurité nationale et l'histoire du pétrole. Je pense que mes collègues auront beaucoup à dire là-dessus. Voilà, je vous remercie. Quelques idées. Merci.